bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. Le conflit tragique de Gaza perdure, cela fait désormais un mois, mais il n'est pas le seul point de tension à travers le monde. Alors le pire est-il à craindre? La situation mondiale peut-elle déraper? Pour répondre à cela, nous recevons le géopolitologue Alexandre Delval, qui vient de publier avec Jacques Sopelsa l'essai « Vers un choc global » aux éditions L'Artilleur. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Votre essai fait presque 800 pages avec les annexes. Il a l'ambition de l'exhaustivité. Il traite de l'Ukraine, de la Chine, des défis énergétiques et j'en passe. Votre venue tombe à point nommé, Alexandre Delval, parce que lorsque l'on observe les crises une à une, à travers le monde, on a le sentiment que tout est lié d'une certaine manière. Chaque crise, chaque tragédie particulière semble avoir une portée globale. Ai-je tort de dire cela, Alexandre Delval? Non, ça me plaît beaucoup. J'avais fait mes travaux de HDR, vous savez, l'habilitation à diriger les recherches après la thèse, justement sur le côté holistique de la géopolitique. Je pense qu'une méthode géopolitique ne peut pas être parcellaire, bien sûr pas émotionnelle, ni manichéenne, mais pas parcellaire non plus. Elle doit être holistique, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre tout et tout. Ça ne veut pas dire que l'Azerbaïdjan, Israël, l'Ukraine, c'est la même chose, mais il y a forcément des liens ou des interdépendances ou des conséquences d'un conflit sur l'autre. Le fait même que l'on parle plus d'un conflit fait que l'autre est oublié. Les pauvres Arméniens, par exemple, c'est un petit peu l'exemple le plus flagrant aujourd'hui. Donc la méthode holistique, elle est très importante. Et pour conclure là-dessus, j'ai montré dans mes différents travaux qu'une méthode géopolitique qui n'est pas holistique, elle va oublier un élément, par exemple l'élément identitaire, l'élément civilisationnel, culturel, religieux. Que vous évoquez dans votre essai. Absolument, c'est l'une des thèses de cet essai. Quand l'Occident n'est plus l'Occident chrétien, judéo-chrétien ou gréco, celte, tout ce que vous voulez, quand l'Occident devient juste Macworld, le consumérisme, eh bien, il choisit ses alliés par rapport à de l'économie, des raisons financières, énergétiques, mais il oublie la dimension, qu'on le veuille ou non, qui existe, même si on est mondialiste, même si on a le droit d'être contre l'identité. Certains ont dit que l'identité était dangereuse, mais le fait d'oublier le facteur identitaire est une grave vulnérabilité. La preuve, regardez en Europe, nous avons importé en Europe des millions de personnes que l'on aurait peut-être pu intégrer avec un patriotisme assimilateur, mais qu'on a laissé dans les mains d'islamistes qui ont importé du reste du monde des valeurs totalement hostiles aux nôtres, et on a aujourd'hui quelque chose d'extrêmement dangereux qui a été révélé depuis la crise de Gaza, mais déjà en 2000 avec l'intifada El-Aqsa, il y avait déjà des signes avant-coureurs, avec le retour de l'antisémitisme le plus décomplexé, même de la judéophobie, et à mon avis, comme on dit souvent dans le monde musulman, chez les chrétiens, aujourd'hui, samedi, sabt, et demain, dimanche, ahad. On s'occupe de gens qui prient le samedi aujourd'hui, on s'occupera des gens qui prient le dimanche demain. Et donc, ça montre bien que quand vous oubliez un facteur, quand vous n'êtes pas holistique, que vous oubliez des paramètres, eh bien, ça peut être une extrême vulnérabilité, voire ça peut être suicidaire à long terme. Donc le paradoxe, le point identitaire, je comprends bien. Avec Gaza, que vous évoquez à demi-mot, nous assistons à un conflit local, encore une fois, mais aux implications potentiellement terrifiantes. Alors, je vous pose la question, Alexandre Delval, que vous posez en couverture de votre essai et auquel vous répondez. Allons-nous vers un choc global, du fait, entre autres, de la riposte israélienne, de la présence américaine, du Hezbollah, de l'Iran, etc. On va forcément vers un choc global, qui n'est pas forcément une troisième guerre mondiale nucléaire, il ne faut pas non plus exagérer, il y a beaucoup de pare-feu. Les hommes politiques aiment la vie terrestre quand même, ils n'ont pas envie de finir tous dans l'apocalypse. Il y a très peu de candidats djihadistes qui aiment plus la mort que la vie, donc soyons raisonnables. Mais même si ce n'est pas une guerre totale apocalyptique, on va forcément vers un choc, puisque, comme l'a montré Pareto, Vilfredo Pareto, économiste et sociologue et politologue, quand il n'y a pas de circulation des élites, au niveau des entreprises, des États, mais au niveau mondial aussi, quand c'est toujours les mêmes qui veulent garder le gâteau sans donner une part du gâteau aux autres, un moment, soit il y a une circulation des élites volontaires, négociée,
où on partage le gâteau, par exemple l'ONU, on ferait entrer l'Inde dans le Conseil permanent de sécurité, ou le Brésil, soit il n'y a aucun partage et on reste avec nos positions depuis 1945, l'ordre établi par les vainqueurs de l'Axe, ceux qui avaient vaincu l'Axe, et à un moment, ce Sud global, qui n'est en fait pas un Sud global, qui est un Sud très hétérogène, mais avec des pays du Sud aujourd'hui devenus plus riches que leurs anciens colonisateurs. Regardez l'Inde, plus riche que l'Angleterre, ils ont dépassé le PIB de l'Angleterre. Le monde a énormément changé, avec des anciens pauvres qui peuvent racheter les pays riches. Regardez un autre exemple, le Portugal aujourd'hui peut être racheté par le Brésil 10 fois. Le Brésil est beaucoup plus puissant que son ancien colonisateur portugais, et on a plein d'autres exemples, donc la Chine, les BRICS, l'Inde, le Brésil, et même des pays d'Afrique qui ont un taux de croissance de 7 à 8%, qui a un taux de croissance supérieur à l'Europe qui est en pleine récession et qui est en voie de déclassement. C'est l'un des sous-titres de ce livre, l'Europe est en voie de déclassement. Donc on le voit bien, elle est en voie de déclassement, l'homme blanc se réduit démographiquement, comme l'avait annoncé Huntington, mais il y a toujours ce gâteau qui est monopolisé par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui ne veulent rien changer, et surtout les Occidentaux qui sont passés d'un Occident que j'appelle identitaire à un Occident monde, l'Occident globalisé. Et c'est pas péjoratif, c'est un Occident qui ne se voit que comme cosmopolitique, universel, Macworld, et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est un projet que certains philosophes ont développé avec brio, mais ce projet, il se trouve qu'il est refusé par le reste du monde comme extrêmement dangereux. Et c'est pas que le wokisme, l'idée même de détruire les frontières, les identités, c'est un peu l'art contemporain, la déconstruction permanente que promeut l'art contemporain comme le wokisme, détruire tout ce qui est identitaire et tout ce qui est traditionnel, que ce soit religieux, national ou civilisationnel, eh bien, qu'on le veuille ou non, même si nos idées étaient les plus belles, même si le wokisme était extraordinaire, postulons. Vous n'avez pas vraiment l'air de penser. Même si c'était le cas, ce que je ne pense pas, même si c'était le cas, ces idéologies foncièrement déconstructrices sont considérées comme un poison par tout le reste du monde. Donc il y a le fait qu'on ne veut pas partager les parts du gâteau, il n'y a pas de circulation des élites. Pareto dit que quand il n'y a pas de circulation, ça explose, il y a une révolte. Et deuxièmement, nos valeurs qu'on n'arrive même pas à imposer dans nos quartiers, où les femmes maintenant voient leur situation régresser, non pas à cause du mâle blanc de 50 ans. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont peur d'être habillées les cuisses un petit peu à l'air, parce qu'elles savent qu'elles vont être, dans le meilleur des cas, on va s'adresser à elles de manière assez vulgaire, et dans le pire des cas, elles peuvent être violées. En tout cas, elles ont peur, ou elles le pensent, qu'elles peuvent être violées. Il y a beaucoup de quartiers où il y a une régression de la situation des femmes, mais par contre on veut importer ces valeurs wokistes au reste du monde qui n'en veut pas. Donc il y a un énorme paradoxe et ça montre un signe d'une pathologie collective de l'Occident. Alors ce que vous nous dites, c'est que la désoccidentalisation, qui est réclamée quand même peut-être par 75, si ce n'est 80% de la population mondiale, est fondée sur une revendication profondément légitime. Je pense qu'elle est en grande partie légitime. Il y a quelque chose d'ingrat de temps en temps ou de complotiste ou de bouc émissariste, c'est-à-dire quand dans les pays d'Afrique, tout est la faute du français. Moi, je leur souhaite du courage. Je ne sais pas si les Russes vont remplacer les Français au niveau économique, ils n'ont pas les moyens. Ils sont plutôt dans une logique extrêmement pragmatique. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut écouter ce que dit le reste du monde. Parfois, c'est très légitime. Il est vrai que les valeurs de l'Occident peuvent être totalement déconstructrices et mettre en danger ceux qui ont des valeurs fondamentales fondées sur une religion, sur une vision nationale, comme la Chine, par exemple, ou l'islam, la religion. Donc, on a un choc global. Et d'ailleurs, Huntington l'avait bien montré. La Chine déteste l'Occident par anti-universalisme, parce que la Chine, c'est l'anti-universalisme par excellence, c'est la Chine et le reste du monde. On s'en fiche de la façon dont ils mangent ou ils prient. L'important, c'est que la Chine ait un intérêt et elle va avoir des comptoirs, mais elle ne cherche pas du tout à répandre ce modèle. Alors, et l'autre civilisation qui déteste l'universalisme occidental, c'est pas pour la même raison, c'est par ultra-universalisme. Parce que l'islam, la religion d'islam, est un universalisme concurrent de l'universalisme occidental. Donc c'est pour deux raisons extrêmement différentes que le bloc chinois, confucéen, comme dit Huntington, et le bloc islamique déteste les valeurs de l'Occident. Donc on n'est pas prêt à tout cela. Je ne dis pas que c'est dramatique, que c'est suicidaire ou que c'est apocalyptique, mais il faut que l'occidental s'habitue à un monde qui change, s'adapte et soit un peu moins arrogant. Encore une fois, c'est ce que disait Huntington en 96 et même en 93 dans son premier article dans Foreign Affairs. Il disait non pas que l'homme blanc devait humilier les autres, ce qu'on a très mal traduit, ce qui a été dit sur lui est faux. Il critique l'arrogance de
l'Occident, et il dit que l'Occident doit s'occuper de ses prébendes, de ses intérêts, de ses valeurs chez lui, et ne pas chercher à imposer son modèle de manière arrogante au reste du monde. Il était prémonitoire en 1996, beaucoup plus prémonitoire que celui que l'on a adoré, qui était très bien vu des médias mainstream, M. Fukuyama. Bizarrement, celui qui a eu tort, Fukuyama, est bien vu, et celui qui a eu raison sur pratiquement tout, j'ai encore relu récemment Huntington, je n'arrive pas à avoir un seul chapitre où il s'est trompé. Même sur l'Ukraine, il avait parlé de l'Ukraine fracturée civilisationnellement, une zone de contact entre deux civilisations qui allait forcément à un moment rentrer en guerre. Il parlait de l'ex-Yougoslavie, il parlait aussi des problèmes de l'immigration islamique non intégrée, parce qu'il y a une bonne immigration, mais quand on n'intègre pas, c'est encore plus dangereux. Tout ça, il l'avait prévu, y compris les irrédentismes catalans, les séparatismes kurdes en Turquie. Il avait absolument tout prévu, mais il est diabolisé parce que l'être humain préfère les gens qui ont tort et qui annoncent des belles idées à ceux qui sont un peu plus pessimistes et qui ont raison. Rappelez-vous Sartre et tout le Paris Saint-Germain, boulevard Saint-Germain, qui disait qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Ça n'a pas changé depuis. Alors vous évoquiez à l'instant l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a justement été adoubé par les puissances occidentales depuis 2 ans, mais il semble depuis quelques mois un grand perdant, ou en tout cas un perdant en devenir. Je cite, « Il est évident que la guerre au Proche-Orient détourne l'attention », a-t-il donc admis il y a quelques jours, le 4 novembre. Maintenant, l'aide américaine est subdivisée entre celle à Israël et celle à l'Ukraine. Et à contrario, Vladimir Poutine semble avoir le vent en poupe, lui qui est en bon terme avec les pays arabes, avec Israël, même si cela se discute depuis au moins un mois. En tout cas, les pays arabes et beaucoup de puissances à travers le monde ne l'ont pas boycotté. Est-ce une défaite à venir de l'Occident, selon vous ? Je ne pense pas que ce soit une défaite de l'Occident, mais le projet américain d'utiliser, d'instrumentaliser, parce que moi je le respecte, ce peuple ukrainien qui est quand même courageux. Depuis les Cosaques, c'est un peuple qui a des défauts, il y a des corruptions, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est un peuple courageux, c'est un peuple de guerriers qui n'ont rien à envier aux Tchétchènes. On l'a vu d'ailleurs, ils n'ont pas du tout eu peur des légions tchétchènes. Donc ce peuple très courageux a été identifié par les Américains avec les Polonais comme ceux qui pourraient affaiblir les Russes. C'est la stratégie de la Rand Corporation qu'on peut retrouver sur Internet. Le rapport de 2019 de la Rand Corporation, c'est une organisation, un think tank américain qui conseille le Pentagone, préconisait d'attirer les Russes dans un bourbier, comme jadis l'Afghanistan. L'ancien patron de la CIA, Bauer, a révélé 20 ans plus tard que l'Occident avait attiré les Russes en Afghanistan pour les mettre dans un bourbier. Eh bien, ça va être l'échec de cette stratégie probablement, puisque la Russie se réjouit des sanctions. Les sanctions depuis 2014 et surtout depuis 2022 ont accentué la diversification de l'économie russe qui avait un énorme problème. D'ailleurs, le plus grand problème de la Russie avec la démographie, c'était une économie trop dépendante des énergies et de la défense. Aujourd'hui, il y a la filière du blé, la filière bovine, il y a la filière du soja. Ils sont en train de développer énormément de filières qu'ils n'avaient pas. Bientôt, la Russie pourra être quasi autarcique. Dès lors que ce qu'elle importera, elle pourra l'importer des pays non occidentaux. En fait, les sanctions ont relancé la diversification économique russe. Monsieur Marc Toiti, le fameux économiste, disait récemment dans une vidéo très intéressante que sur les 3 pays qui ont la plus forte croissance ces derniers mois, la Russie est 3e, voire 2e, alors que l'Europe est très loin derrière. Donc on voit bien, c'est l'échec d'une stratégie américaine qui avait pour but très rapidement de faire tomber le régime russe, mais pas par une guerre, c'est pas possible, c'est un pays nucléaire, mais par personne interposée, par le fait de fatiguer ce qu'on appelle la stratégie du bloodletting. Faire saigner la bête russe, pas la tuer, mais la faire saigner pour l'épuiser. Pour préparer le futur conflit avec la Chine, on affaiblit la Russie entre-temps. Eh bien, on a l'impression que cette stratégie ne fonctionne pas, puisque c'est l'accélération du monde multipolaire, c'est l'accélération de la dédollarisation qui représente peu de pourcents, peut-être 17% ou 14%. On est encore à 87-90% l'utilisation du dollar. Mais le dollar ne monte plus. Le volume d'échange de dollars a stagné et est légèrement en train de baisser. Donc en fait, cette stratégie risque de se retourner contre les Américains qui ont péché par arrogance, comme le disait Huntington, et ils ont voulu être l'Amérique monde et extrêmement ambitieux, faire un regime change en Russie. Pourquoi ? Parce que finalement, les Américains se rendent compte qu'ils perdent
du crédit dans le reste du monde non blanc, non occidental. Et donc c'est logique, ils veulent se replier sur l'Eurasie, le cœur de toute la stratégie anglo-saxonne depuis Mackinder et Spikeman, le fameux Heartland et l'Eurasie. Qui contrôle le Heartland contrôle l'Eurasie, le Heartland c'est la Russie. Donc l'empêcheur de tourner en rond et d'installer le modèle américain dans toute l'Eurasie, c'est la Russie. Donc ce projet démocrate qui est lié à une volonté d'extension du modèle libéral, libertaire américain, s'est heurté à des imprévus. Bien, la Russie est beaucoup plus résiliente qu'on le croit et elle profite même de la situation pour entraîner toutes les autres civilisations et tous les autres pays qui ont peur du mondialisme occidental ou du globalisme occidental, qui le voit comme un poison ou une menace pour leur identité. Eh bien, il est en train de rafler la mise et d'avoir un énorme appui, peut-être pas toujours avoué, parce que l'ONU, quand il y a eu un vote à l'Assemblée générale, la plupart des nations du monde ont dénoncé l'invasion de l'Ukraine. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais en fait, ils ne le pensent pas du tout, puisque la plupart restent en très très bonne relation avec la Russie, voire même certains pays plus qu'avant, comme les Émirats, grand ami de l'Occident et grand ami de la France. Nous avons des bases aux Émirats. Les Émirats sont le lieu de refuge des oligarques russes, et c'est un des pays, avec l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie, l'Ouzbékistan, la Turquie, qui contournent le plus les sanctions. Donc on voit que même des gens qui étaient très proches de nous, comme les Saoudiens qui sont rentrés dans les BRICS ou les Émirats, eh bien, ne veulent pas toujours nous obéir, ils font ce qu'ils veulent, il y a une sorte d'autonomisation des gens que nous croyons être... De rébellion. Pardon ? De rébellion ? De rébellion ou d'autonomisation. Regardez, chez la Chine, c'est plutôt une rébellion. On a cru longtemps que les Chinois, on a longtemps cru que les Chinois et les Indiens étaient juste des producteurs pour nos grandes entreprises qui délocalisaient pour avoir un peu plus de gains, de plus-value. Et en fait, ils se sont tous les deux autonomisés. Et les Émirats, c'est encore moins rébellion. C'est juste, je suis assez puissant pour ne pas être le valet des Américains. Je suis leur ami. Dans beaucoup de dossiers, on voit les accords d'Abraham, c'était Amérique, Trump, Jared Kushner avec les Émirats, etc. Mais on n'a pas envie de l'obéir tout le temps. Donc il y a deux formes d'autonomisation. Ceux qui se rebellent, là ils sont en guerre contre l'Occident, c'est la Troisième Guerre mondiale larvée, ou comme dit le pape, à pezzi, à morceaux, la Troisième Guerre mondiale à morceaux. Et il y a tout simplement ceux qui ne veulent pas être obéissants, comme l'Inde. L'Inde est très amie d'Israël, c'est le pays qui a le plus soutenu Israël après Gaza. L'Inde est très amie de l'Amérique, dans la logique de contenir la Chine, avec tous ces accords occidentalo-indiens contre la Chine. Mais en même temps, dans d'autres domaines, l'Inde est partenaire de la Chine, dans les BRICS et dans le commerce horizontal. Donc la géopolitique, c'est complexe. On peut être ennemi stratégiquement de la Chine quand on est l'Inde, mais ami économiquement dans le cadre des échanges horizontaux et de la lutte contre l'hégémonie occidentale. Donc c'est très complexe, la géopolitique. Ça n'est pas manichéen. Vous venez de mentionner deux thèses. Voici une carte réalisée par Choc du Monde que vous semblez apprécier. En effet, qui contrôle le Rimland, c'est-à-dire toute la frange maritime de l'Europe et de l'Asie, dirige l'Eurasie. Qui dirige l'Eurasie contrôle les destinées du monde, écrivait Spikeman au début du XXe siècle. Avant lui, Mackinder écrivait en 1904 qui contrôle le Heartland contrôle l'île monde. Alors, plus d'un siècle plus tard, avec l'Occident, qui récemment a voulu donc isoler la Russie, ou en tout cas la couper de l'Europe, Washington semble y être parvenu, mais tout en poussant dans les bras de la Chine, Moscou, qui commence donc à s'appuyer sur de nouvelles voies commerciales, les nouvelles routes de la soie. Donc ma question est assez simple, en fin de compte, Alexandre Delval, ce nouveau bloc, peut-il contrôler les nouvelles destinées du monde, pour reprendre la formule consacrée selon vous ? En tout cas, il peut fortement endommager l'hégémonie américaine, et comme vous le voyez sur cette carte, en 1904, donc avant la révolution bolchevique, quand la Russie n'était pas communiste. La pensée de Mackinder, reprise par tous les stratèges américains, dont Spikeman, qui a créé l'idée de Rimland, la pensée de Mackinder en 1904, c'était d'endiguer la Russie, non pas parce qu'elle était communiste, mais parce qu'elle était russe, parce qu'elle était tsariste, orthodoxe, parce qu'elle était le plus grand morceau de l'Eurasie, elle avait les énergies, et Mackinder pensait qu'une configuration dangereuse serait l'alliance avec l'Allemagne. Si le Heartland s'élargit à l'Allemagne, c'en est fini de la domination américaine sur le continent. Donc Spikeman reprend cette idée de croissant marginal intérieur qu'il appelle le Rimland pour endiguer la Russie du Heartland. Mais depuis cette carte, les choses ont évolué. Pendant la guerre froide, Kissinger et Nixon ont eu l'intelligence de dresser la Chine communiste contre son ancien ami, la Russie communiste, enfin l'URSS. Aujourd'hui, c'est pire que sous la guerre froide pour les Américains, puisque ce n'est pas uniquement le bloc URSS qui contredit l'hégémonie américaine, mais c'est un bloc URSS
avec notre ancien fournisseur et fabricant en chef, la Chine, qui s'est autonomisée, qui a dit, nous, on n'a plus envie d'être uniquement les lieux de délocalisation, maintenant on va créer une politique économique d'autonomisation avec un marché intérieur qui va se développer, une sorte de volonté de domestique, économie domestique, et ça c'est quelque chose que n'avaient pas prévu tous les stratèges. Mais par contre, ce qui est intéressant dans cette carte, si vous regardez sur Internet, pour nos auditeurs, George Friedman, le stratège de Stratfor. Stratfor, c'est l'ombre de la CIA. C'est aussi important que la Rand Corporation. Dans un livre qu'il présente en 2015 au Chicago Institute, il rappelle cette idée que la pire configuration pour l'hégémonie américaine n'est pas la Chine, surprenant, pas du tout l'islamisme radical. Il dit c'est un petit problème qu'il faut traiter. Et bien entendu, ils l'ont un peu créé, donc forcément, c'est pas le pire problème pour eux, c'est très loin de chez eux, ça a des dommages collatéraux chez nous, mais pas chez eux. Eh bien, il dit la pire configuration serait une alliance, une collaboration entre le capital allemand et le savoir-faire allemand, et l'énergie et le savoir-faire et le territoire russe. Si la Russie se rapproche de l'Allemagne, donc en fait de l'Union européenne, puisque l'Allemagne c'est le seul élément qui compte pour les Américains dans l'Union européenne, ça en est fini de la puissance américaine. Et George Friedman le dit clairement en 2015, et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Ce que disait son maître, Brzezinski, Zbigniew Brzezinski en 1997, disait l'Ukraine, c'est ce qui permet à la Russie d'accéder à la mer Noire et à l'Europe de l'Ouest. Sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire européen et n'a plus accès au Rhineland, le fameux Rhineland. Donc il faut absolument couper l'Union européenne de la Russie. Chose réussie depuis la guerre en Ukraine. De ce point de vue, les Américains ont bien joué, mais moi je dis uniquement à court et moyen terme. Car à long terme, cette guerre en Ukraine a réveillé en Russie tous les réflexes tiers-mondistes de la guerre froide. Les Russes ont réactivé tous les réseaux du reste du monde et du Sud et de l'Est. Il y a une accélération de la désoccidentalisation, de la volonté de dédollariser. On le voit avec les Émirats et surtout avec l'Arabie Saoudite ou les Chinois qui commencent à échanger dans une monnaie hostile au dollar. On n'est plus dans les années 90 où on pouvait faire la guerre à Saddam Hussein parce qu'il ne voulait signer qu'avec des compagnies pétrolières chinoises, françaises ou russes. Et il ne voulait plus signer avec les Américains. Maintenant, les Américains ne peuvent plus obliger tout le monde. Et ça, c'est très intéressant. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais il va falloir s'y adapter. Et c'est pour ça que la France devrait avoir une politique non alignée. Et même l'Europe devrait être non alignée. Moi, je ne comprends pas Madame von der Leyen et tous ses supporters qui se réjouissent de la guerre en Ukraine, un peu moins depuis quelques jours, mais jusqu'à quelques jours, on avait l'impression d'une allégresse. Quand on regardait LCI le soir, c'était une allégresse. Les Russes sont des nuls, bientôt ils vont tomber, leur régime ne pourra pas tenir, ce sont tous des abrutis. Ils doivent importer des réfrigérateurs pour avoir des puces, ce qui est complètement faux parce qu'ils ont deux sociétés qui fabriquent des puces. Au-dessus de 11 nanos. Mais c'est pas, déjà, on peut faire des chars à l'ancienne. On n'a pas besoin que des 5 nanos que seul Taïwan fabrique. Donc les Russes font des puces. C'est pas vrai qu'ils pillent des réfrigérateurs pour avoir des semi-conducteurs. Mais on entend toute une série de choses qui sont fausses. On se fait plaisir parce que l'Occident n'arrive pas à penser le monde tel qu'il est. Il pense le monde tel qu'il voudrait qu'il soit. Vous disiez que l'Occident n'a pas tiré les leçons des dernières années. Alors, le 20 octobre, Joe Biden a reconnu que l'ordre qui avait été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis, qui selon lui avait bien marché, mais s'était en quelque sorte essoufflé, il a ajouté « c'est le moment où les choses changent, il va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger », a-t-il donc ajouté devant des chefs d'entreprise d'ailleurs, soit dit en passant. L'Amérique sera-t-elle encore, selon vous, Alexandre Delval, en mesure de le faire ? Je pense que l'Amérique est très résiliente, contrairement à l'Europe, qui, à mon avis, est dans la pire situation, parce qu'elle est en zone d'apesanteur géopolitique. C'est ce que je dis dans le livre sur le chapitre Europe. Hélas, dans le chapitre Europe, on a été un peu moqueur, on a parlé de Bisounoursland, mais surtout d'Ojni, objet géopolitique non identifié. L'Europe est en apesanteur géopolitique, tandis que l'Amérique a quand même une véritable élite, même si l'Amérique est travaillée avec une montée du wokisme, du Black Lives Matter, avec des problèmes internes énormes. Le deep state américain, l'état profond américain reste quand même très conquérant, très cow-boy, très dominateur, et il pense une stratégie pour dominer le monde et pour essayer d'affaiblir ses concurrents, ce qu'on appelle les alliances anti-hégémoniques. Donc je pense que l'Occident judéo-chrétien survivra dans les Amériques,
quand l'Europe sera submergée par une vague migratoire islamique et africaine qui un jour pourra même la détruire telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas la changer considérablement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus défendre véritablement son identité, l'Amérique sera résiliente parce qu'elle est éloignée de ce qui pourrait la détruire d'un point de vue civilisationnel, et d'un point de vue économique et financier, ne la sous-estimons pas. Rappelez-vous, dans les années 80, le fameux stratège Luttwak, Édouard Luttwak, j'en parle dans le livre sur le chapitre concernant les États-Unis, il a conceptualisé l'idée de economic war, economical warfare. Et la guerre économique a été un sursaut extraordinaire qui a permis aux Américains de faire face à une énorme offensive japonaise qui était en train de détruire l'économie et l'industrie américaine. Et en 10 ans, ils ont renversé la vapeur, ils ont ruiné les Japonais. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer une stratégie pour ruiner la Chine. Ne sous-estimons pas la capacité de résilience de l'Amérique qui est guerrière, qui a une stratégie, qui a un patriotisme. J'ai été surpris que même des gens qui sont de minorités musulmanes aux États-Unis, très souvent brandissent le drapeau américain. Alors on me dira, c'est la taquilla? Pas forcément. L'Amérique, elle développe quand même un nationalisme, un patriotisme, un amour du drapeau qui quand même suscite le respect même de ceux qui ne l'aiment pas et qui la trouvent décadente. Tandis que l'Europe, elle ne développe d'elle-même que la haine de soi, que le refus de la puissance. Et comme je disais qu'on était en zone d'apesanteur, c'est le chapitre sur l'Europe, d'un point de vue de souveraineté, nous n'avons plus de souveraineté nationale complète, mais nous n'avons pas créé, comme le voudrait Macron, de souveraineté supranationale complète. Nous sommes entre les deux. Entre les deux, ça veut dire quoi? Nous sommes en apesanteur de souveraineté. Nous sommes en non-souveraineté. Et ça veut dire quoi? Ça va attirer les prédateurs. Les 4 prédateurs dont je parle dans mon livre, la Chine, prédateur économique, le monde islamique, prédateur civilisationnel, avec la Turquie comme avant-garde, la Turquie, les États-Unis, un prédateur extrêmement dangereux d'un point de vue économique, qui nous fait une guerre économique. On l'a vu avec le gaz. Le gaz russe n'est pas interdit, il faut le savoir pour nos éditeurs. Pour nos auditeurs, le gaz russe spot, que l'on achète donc par bateau, n'est pas du tout interdit, parce que ce qui a été interdit par les Américains, c'est le gaz par gazoduc qui était moins cher. Donc le gaz de schiste, du coup, devient rentable, parce qu'on n'importe que du gaz spot par bateau, et donc c'est une véritable guerre économique. Et le 4e prédateur, tout de même, c'est quand même la Russie, qui reste un prédateur. Donc on a des éléments prédateurs qui ont une logique impériale. Et l'Europe, c'est un petit peu le joyau, c'est Byzance, avec beaucoup de prospérité, de beauté, des belles terrasses, des beaux monuments. C'est le joyau qui attire tous les prédateurs affamés et qui méprisent cette Europe qui délivre d'elle-même un message d'impuissance volontaire, comme l'avait dit Védrine. La France et l'Europe soumises aux prédateurs, eh bien, ce sera le mot de la fin. Alexandre Delval, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous venez de publier l'essai Vers un choc global avec Jacques Sobelsa aux éditions L'Artilleur. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette émission. Bonsoir à tous et merci encore.